Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. The growing threat of climate change could define the contours of this century more dramatically than any other. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CLAP, le podcast qui lance l'action. Dans notre enquête pour comprendre le rôle de l'être humain dans la transition écologique et sociale, nous avons participé récemment à un atelier fresque du facteur humain. Et pour creuser le sujet avec vous, on a décidé de demander à Jérémy Dumont, un des cofondateurs de l'atelier, s'il était prêt à venir échanger avec nous. Bonjour Jérémy, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots et nous donner tes occupations principales dans la vie ? Alors, j'ai plusieurs vies et c'est ça qui est difficile lorsqu'on est engagé. En général, je me présente comme planeur stratégique, c'est-à-dire c'est un métier qui consiste à capter les tendances sociétales et les traduire pour les entreprises au niveau de la politique RSE, au niveau de l'innovation produit, ou aussi au niveau des transformations qui sont à réaliser au sein de l'entreprise pour s'adapter à ce contexte. Ensuite, j'ai fondé Nous sommes vivants, qui est une association qui porte la transition écologique dans les entreprises au niveau de l'innovation et de la transformation. Et à côté de ça, j'essaye d'influencer autant que je peux les gens dans les entreprises, dans la société, autour des sujets de l'écologie. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à être sensibilisé aux enjeux du changement climatique ? Comment s'est passé ton cheminement personnel sur ce point-là ? Ce qui m'a amené à l'écologie, c'est un engagement politique en fait. À l'époque, j'étais pas très engagé et j'étais plutôt mouvance socialiste. Et j'essayais de voir comment m'engager en politique et j'avais pas ressenti le déclencheur. Il y a eu à un moment donné la déchéance de nationalité en France et ça a été pour moi un électrochoc. J'ai senti que les valeurs de la gauche, d'humanisme, étaient en perdition et je me suis demandé si c'était pas à moi, comme à d'autres personnes, de s'engager. Et plutôt que de m'engager côté Parti socialiste, je me suis engagé auprès d'Europe Écologie Les Verts, parce qu'à ce moment-là, il y a Julien Bayou qui voulait refonder le parti écologiste et qui voulait, entre guillemets, hacker le parti pour en faire un parti plus démocratique en interne et plus aussi connecté à la société civile. Et donc, je me suis engagé auprès d'Europe Écologie Les Verts. En revenant de vacances, il y a un ami qui me dit « Oui, ça a beaucoup bougé. Nicolas Hulot a démissionné, c'était en 2018. Il y a une grande manif. On est tous choqués par le fait qu'il ait dit que le gouvernement français n'était pas assez mobilisé sur les sujets du climat. Et je me suis retrouvé dans une session de pancartes. On fait souvent ça avant, on prépare nos pancartes avant d'aller manifester. Et là, j'ai créé Unis pour le climat et j'ai réuni les personnes qui ont par la suite organisé les manifestations climat pendant un an. C'est un concours de circonstances très opportuniste, mais c'était un mouvement qui était diffus et il se trouve que j'ai fait un appel pour organiser la prochaine manif climat juste à la suite de la première manif climat et les gens se sont désignés, sont venus. Et par la suite, le mouvement a pris son essor et Unis pour le climat est resté comme une entité parmi plein d'autres ultra puissantes à organiser ce mouvement. Et ça a été une année entière de mettre les gens dans la rue, se mobiliser, élever la prise de conscience en France que c'est un enjeu majeur. Et des fois avec des interrogations du type mais au fait, qu'est-ce qu'on attend du gouvernement concrètement ? Lors de la dernière manif, il se trouve justement que j'ai eu une notification, je crois, d'un réseau social pour me rappeler ce qui s'est passé il y a 4 ans. Il y a eu la dernière marche climat à cette période-là, il y a 4 ans, et je suis la personne qui a écrit les revendications. C'est-à-dire que j'ai pris toutes les revendications des syndicats, des partis politiques, des mouvements citoyens, j'en ai fait la synthèse, j'avais fait un document aux 50 mesures, et je me suis retrouvé à les distribuer dans la manif pour dire au gouvernement, voilà, vous en êtes là aujourd'hui, nous on aimerait renter jusque là. Et je suis assez fier d'avoir fait ça.
D'accord. C'est long. Non, c'est parfait. Non, c'est trop bien. Et mais est-ce qu'on peut revenir sur Unis pour le climat? Aujourd'hui, ça en est où et quelles sont les activités de cette Donc, organisation? on continue. J'ai un peu dévié. Mais... Ok. Unis pour le climat, aujourd'hui, ça continue. Moi, j'ai vécu, après une année intense de mobilisation, déjà un peu de fatigue. Et puis, j'ai senti que le mouvement tombait, le mouvement, c'est-à-dire les personnes qui organisent des marches climat tous les mois, tous les 2 mois, s'essoufflaient et tombaient dans des débats internes sans fin, où, en fait, on passait beaucoup de temps sur les petites choses qui nous divisent, en oubliant les grandes choses qui nous rassemblent. Et le mouvement aussi s'était un peu cristallisé du fait que finalement le gouvernement ne répondait absolument pas à rien. Et donc certaines personnes disaient que ce n'était pas la bonne façon de procéder. Donc c'est vrai que c'est difficile dans un monde démocratique de se dire qu'il y a des gens dans la rue qui disent qu'ils attendent quelque chose, qu'ils disent que ça ne va pas assez vite, que ça ne va pas assez loin, et le gouvernement dit finalement on ne comprend pas, ou ça ne nous intéresse pas, en tout cas on ne donne pas suite. Qu'est-ce qui nous reste en fait comme mesure, en fait, comme moyen d'action? Et donc, une grande partie du mouvement est partie dans des actions non violentes. Et on voit qu'aujourd'hui, le mouvement s'est encore plus crispé dans des actions, on va dire, éclairs ou chocs, qui arrivent à passer outre le maillage des médias. Mais Unis pour le climat continue avec les autres collègues sur Facebook et dernièrement, ils ont encore organisé une marche, je crois, le 10 mars, qui s'est inscrit dans la séquence des retraites. Et ce qui est très bien aussi, c'est que le mouvement climat s'est inscrit dans un mouvement plus global, sociétal, mais aussi de changement de société, avec cette idée de changer le système, quoi. Pour revenir un petit peu sur le volet changement climatique, selon l'ADEME, 22% des Français pensent que le changement climatique est d'origine naturelle. Est-ce que tu penses que nous sommes aujourd'hui en France assez sensibilisés sur ces questions? En France, on est assez sensibilisé aux enjeux climatiques, comparé à d'autres pays en Europe, et là j'étais aux États-Unis. Donc en France, la prise de conscience qu'il y a un changement climatique est assez grande, et il y a une grande majorité des Français qui relient ça aux activités humaines. Donc, je ne pense pas je pense que justement les marches climat dont on parlait juste avant ont vraiment augmenté le niveau de la prise de conscience en France. On a su transmettre ça aux pays européens, et l'Europe commence à prendre vraiment la mesure de la chose, et les différents décideurs ou porte-parole de l'Europe, souvent d'ailleurs, renvoient à la France ce qui lui revient dans cette démarche-là, en disant qu'il faut aller encore plus loin. Et on a été plusieurs fois épinglés pour notre inactivité climatique. Donc à la fois on est porteur d'espoir et on patine un peu dans les actions à mener. Alors, aux États-Unis, l'ère Trump a été difficile, et maintenant là ça commence à rebouger à nouveau, et la sensibilité climatique augmente. Et ce qui est intéressant avec le climat par rapport à d'autres enjeux, c'est que chacun d'entre nous peut le ressentir dans le changement de température, dans les catastrophes qui arrivent à notre échelle ou à l'échelle du pays ou du monde. Et donc, c'est quelque chose d'assez sensible finalement. Donc, je pense que la prise de conscience est grande. Et ensuite, la question, c'est qui doit faire quoi, et la plupart des gens disent c'est au gouvernement d'agir. Le gouvernement dit non, c'est aux entreprises d'agir, les entreprises disent non, c'est aux consommateurs d'agir. Donc on est dans une sorte de triangle de l'inaction où chacun se reporte la responsabilité de faire quelque chose, et on n'est pas dans une collaboration, dans une dynamique collective. C'est ce que j'avais souhaité faire avec Unis pour le climat, c'était ça à l'origine, mon idée et celle de François, c'était de réunir l'ensemble des parties prenantes de ces enjeux-là. Dans une course contre la montre, il fallait bien agir de front, quoi. Aujourd'hui, force est de constater qu'on est encore chacun dans son précaré et se renvoyer les responsabilités. Il n'y a quand même que 25% on va dire
de la masse du problème qui est sur les épaules des individus. 75% revient au gouvernement, aux entreprises, qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, souvent, on a tendance à penser que tout est sur nous en tant que citoyens. Donc, quand même, j'aimerais redire que on en fait quand même pas mal. Un autre problème aussi dans le calcul de la masse de CO2, c'est qu'on oublie les émissions importées. Et donc, finalement, on dit, mais nous, en France, ça va. Non, nous, en France, ça va pas. On importe énormément de produits de consommation courante. Et là, il y a un petit progrès avec une barrière au niveau de l'Europe pour justement acter ces émissions importées. Jérémy, tu es le cofondateur de la fresque du facteur humain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est le facteur humain? Donc, le facteur humain, c'est la contribution négative des humains à des événements, par exemple le changement climatique. C'est une définition que j'apprécie pas beaucoup parce que en fait, ça met à défaut l'humanité en partant du principe qu'ils sont coupables. C'est pas la meilleure façon de les motiver à changer de comportement. Donc, on a quand même tout ce phénomène avec l'anthropocène. C'est vrai qu'on vit une période depuis certains temps où l'humanité a déréglé le climat, entre autres. Mais pour motiver les gens à changer, il vaut mieux leur dire qu'ils font partie de la solution, plutôt leur dire qu'ils font partie du problème. Et leur faire entrevoir qu'avec des changements de comportement, on vivra mieux ensemble sur Terre. Donc, je préfère voir le facteur humain comme étant la psychologie du changement de comportement et permettre à chacun de comprendre ce qui se passe lorsqu'on sait qu'il faut changer, lorsqu'on veut changer mais qu'on n'y arrive pas. Je trouve que ça, c'est porteur d'espoir au niveau de chacun. Ça renvoie à Socrate, connais-toi toi-même. Après, le facteur humain, c'est toujours quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que dans une entreprise, surtout aujourd'hui où tout est automatisé, où on pense que les humains sont rationnels dans une économie rationnelle, l'humain apparaît comme un facteur, on va dire, de dérangement. Et effectivement, les comportements humains ne sont pas que rationnels. Donc, il faut savoir que le facteur humain, il y a très longtemps, dans les années 50, c'est intervenu comme un facteur entre le facteur travail et le facteur capital, et que ça représentait la capacité des humains à avoir des compétences et à augmenter en compétences et donc en performance, en collaboration, en communication, en innovation. Et comme ces choses-là, dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'économie en général, étaient difficiles à appréhender, le facteur humain a été réduit à facteur technologie. Et le facteur humain a disparu derrière ça. Donc aujourd'hui, on pense que la technologie est un levier de productivité et que l'humain est un facteur de dérèglement de cette équation. Et alors, qu'est-ce qui a amené à la création de cet atelier de la fresque du facteur humain? Pourquoi est-ce que tu considères que c'est nécessaire que soient vulgarisés ces sujets-là et que les personnes puissent comprendre mieux comment fonctionne le facteur humain? Ce qui m'a motivé à concevoir avec les collègues la fresque du facteur humain, c'est d'apporter la connaissance du facteur humain dans les entreprises. Moi, ce qui me motive, c'est d'apporter la transition écologique dans les entreprises. Et dans les entreprises, mon approche, c'est de me dire que ce sont des individus qui travaillent dans des entreprises, au-delà des entités. Comment on fait pour que des gens qui sont des managers prennent leurs responsabilités? Comment on fait pour que des gens collaborent sur les sujets climat, biodiversité? Comment on fait pour que les entreprises comprennent que au niveau individuel, leurs consommateurs doivent progresser dans leur changement de comportement et comment les aider? Donc ça, c'est les sujets qui m'intéressent et cet atelier de 3 heures permet de faire ça. J'aime bien lorsque le groupe de 10 personnes choisit effectivement la thématique prendre ses responsabilités dans l'entreprise. Et souvent, ce qui ressort, c'est de dire que la responsabilité est diffuse. Chacun a une feuille de poste et par rapport à cette feuille de poste, chacun a une responsabilité. La responsabilité de la détérioration
du climat ou de la disparition des espèces animales, ils la voient comme une responsabilité globale de l'entreprise dans laquelle ils ont très peu finalement de leur mot à dire, même s'ils ils sont coupables quelque part. Donc c'est toujours quelque chose de très difficile à gérer au niveau de la classe des managers ou des collaborateurs dans l'entreprise. C'est finalement qui est responsable, même si on est tous responsables. Au niveau de la collaboration, c'est très difficile aussi parce que pas mal de personnes ont perdu la foi en fait, dans l'entreprise et moi, je pense que la plupart des gens en fait, se planquent en, fait, en ce moment. Ils attendent que ça passe et ils essayent de maintenir leur niveau de vie par rapport à leur famille et leurs emprunts, mais je pense qu'ils ont perdu la foi et donc ils essayent, ils sont pas aussi moteurs que ça du changement dans l'entreprise et je connais peu d'entreprises qui rémunèrent, qui donnent des incentives à leurs collaborateurs par rapport à l'engagement sur le climat et la biodiversité, alors qu'on a des exemples sur la transition ou la transformation digitale où vraiment les entreprises crantent les transformations d'entreprise, qu'elles se traduisent financièrement en part de marché ou pas. Et donc, au niveau individuel, comment aider le changement? Quels produits amener dans les supermarchés? Quels services leur proposer? Être écolo, c'est difficile, c'est gérer la complexité. Donc, on a besoin, en tant que consommateur, d'alternatives, de conseils, d'encouragement. Comment se déroule une session comment se déroule un atelier de la fresque du facteur humain? Alors, la façon dont se déroule un atelier, c'est que ça dure 3 heures. J'explique aux gens qui sont venus de façon volontaire travailler sur cette compréhension du facteur humain au niveau individuel et collectif, que c'est un atelier assez introspectif comparé à d'autres fresques, puisqu'on va partager notre vécu, et voilà, et ils choisissent le sujet. Donc le sujet, ça peut être prendre ses responsabilités, oser être soi, mieux collaborer pour que l'entraide devienne la norme, ça peut être devenir vegan, ça peut être réduire mes déchets plastiques, ça peut être respecter l'eau, ça peut être changer de rythme. Donc vraiment des sujets très divers et variés. Chez Nous Sommes Vivants, on a plutôt, moi je pose plutôt des sujets qui favorisent la préservation de la biodiversité. Mais au sein de l'association qui porte la fresque du facteur humain, les sujets peuvent varier et ne pas porter que sur l'écologie. Ensuite, on va travailler sur, une fois que ce sujet a été choisi, on va dire par exemple prendre ses responsabilités dans l'entreprise, on va pendant une bonne heure regarder tous les facteurs de changement ou de non-changement de comportement par rapport à ce comportement que les gens ont choisi. Donc on va regarder les émotions, les biais cognitifs, les habitudes. Et une fois que les gens ont compris comment ces facteurs de changement les affectent des fois de façon inconsciente, maintenant ils en ont conscience, ils savent que ça existe, ils savent que ça fonctionne et que ça intervient comme ça. Pendant une heure, on travaille sur comment en faire des amis pour cette fois-ci faciliter le changement de comportement vers le comportement attendu. Et après, moi ce que je fais, c'est une petite synthèse en 5 étapes de ce qu'on a appris ensemble en groupe de 10 pour se mettre en mouvement étape après étape pour réussir finalement à adopter ce nouveau comportement souhaité. Est-ce qu'après avoir étudié justement ces questions de changement de comportement et tous les facteurs qui vont affecter ces changements de comportement chez les individus, est-ce que tu penses que la société aujourd'hui est prête à changer le comportement de tous ces individus de manière globale et suffisante pour nous sortir de trajectoires climatiques effrayantes? Alors, où en sommes-nous au niveau de la société? Est-ce qu'on est confiant qu'un mouvement est enclenché et qu'on a les moyens de réussir? Quand on demande aux Français où ils en sont dans leur changement de comportement, et je l'ai fait avec Ipsos, on a fait un omnibus, ils disent, enfin, ce dont on se rend compte, c'est que quand même, ils ont quand même fait pas mal d'efforts. Et que finalement, ce qu'ils disent, c'est que pour arriver à cranter plus loin, ils voudraient avoir des alternatives sur le marché qui demandent un moindre effort.
Donc voilà, des produits, des services qui sont moins mauvais pour l'environnement. Après, quand on creuse quand même, le comportement majeur enclenché par les Français, c'est recycler. Et il n'y a qu'un Français sur 2 qui le fait régulièrement. Donc on en est encore très loin sur un geste aussi basique. Lorsque on creuse sur ce qui a un impact sur le changement climatique lourd et douloureux, on a quand même, par exemple, que 10% des Français qui sont en train de réfléchir à lâcher la voiture. Donc, c'est faible. On est dans un entre-deux où, à la fois, les Français font beaucoup d'efforts et les efforts les efforts conséquents qu'il faudrait faire ne sont pas à l'ordre du jour. Donc des fois, je travaille sur la notion de confort réel et confort perçu. Et c'est vrai que lorsqu'on a un iPhone 13 et qu'on prend l'iPhone 14, on a le confort que l'on obtient est un confort perçu parce que effectivement, on a besoin d'un téléphone pour travailler, pour communiquer, etc. Mais la différence entre les deux est faible. Abandonner sa voiture en ville, quand on vit en ville, vraiment, c'est pas un gros effort, quoi. Abandonner sa voiture quand on vit en périphérie et qu'il n'y a pas autant de transports développés qu'à Paris, là, c'est un confort réel. Et je pense qu'on n'a pas aujourd'hui cette sensibilité-là pour comprendre quelles sont les contraintes réelles de chacun. Et on a un regard un peu indifférencié sur tout le monde, qui n'est pas facile. Donc, j'encouragerais quand même chacun à réfléchir à quelles sont ses réalités de vie, quel est son profil, quelle est sa vie aujourd'hui, en quoi ces changements sont-ils faisables, réalisables, faciles, et dans notre cas, en quoi ils sont vraiment compliqués. Et ça serait bien effectivement que le poids des changements se porte sur les classes les plus aisées et qu'on laisse un peu les classes qui ont le plus de difficultés aujourd'hui à joindre les deux bouts à vivre leur vie. Est-ce que le sujet du changement de comportement, justement, est aujourd'hui suffisamment considéré au vu des enjeux qu'elle représente ? Alors, il est considéré par, on va dire, les sociologues j'ai appris en fait qu'en sociologie, ça permettait aux décideurs politiques de prendre des décisions parce que souvent la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau législatif, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesures au niveau politique qui vont favoriser les changements de comportement. Mais au niveau sociologique et au niveau de la décision gouvernementale, on est souvent au niveau des changements de comportement, on va dire, par la carotte et le bâton. C'est-à-dire, on vous interdit de faire ça, et si vous le faites, vous avez une amende, ou si vous le faites, on vous donne un bonus. Et en fait, ces changements de comportement-là, les scientifiques nous disent qu'ils sont... et c'est efficace, mais pas en profondeur et pas dans la durée. Donc une fois que la mesure ou le gendarme partent, on revient et on le voit avec le port du masque. Tout le monde disait, mais vous voyez, une fois que c'est légiféré et que c'est interdit, vous voyez, les gens ils changent. Donc on devrait faire la même chose pour le climat et interdire. Et on a vu que une fois que la mesure est partie et que le policier est parti, plus personne n'a mis le masque, même s'il fallait encore le mettre pendant une certaine période de temps. Ce qui motive les comportements, c'est un changement individuel profond. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Donc, c'est par exemple quand on est vegan, c'est une nouvelle identité. C'est pas que je ne mange plus de viande, c'est je suis vegan. Et je suis vegan, c'est une posture qui vise à ne plus manger ses amis parce qu'on est en connexion avec la nature et les autres, et parce qu'on est en connexion, on va pas les manger. Et donc, on va pas, on va être en cohérence avec soi-même. Et ce changement-là de comportement, c'est plus du ressort de la psychologie. Donc, ce que moi, c'est mon approche de ce qui s'appelle le facteur humain, la psychologie de changement de comportement. Et en psychologie, il y a
je trouve qu'il y a moins de travaux sur le facteur humain et le changement de comportement. J'ai vu des travaux faits sur les émotions, qui sont très intéressants. C'est un sujet assez porteur en ce moment. Il y a beaucoup de travaux aussi sur comment les biais cognitifs nous influencent, donc c'est assez intéressant. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est bien, c'est bien. Donc la psychologie, les émotions, j'avais un truc en tête. Donc au-delà de la prise en compte, pour faire avancer la connaissance sur le facteur humain, c'est vrai que la psychologie et les psychologues sont clés. Après, il faudrait en fait que tous ces scientifiques travaillent ensemble, aussi bien sociologues que psychologues, que psychiatres, que même philosophes. Aujourd'hui, chaque discipline travaille dans son coin et il n'y a pas d'approche globale, commune, qui pourrait nous faire avancer sur, par exemple, la prise en compte des émotions. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui font de la sensibilisation aux enjeux du changement climatique, à des acteurs de la transition qui veulent faire changer les comportements autour d'eux? Pour tous ceux qui sont acteurs sur le terrain du changement de comportement, je leur donnerais 3 conseils. Le premier, c'est de comprendre la diversité des facteurs de changement et de non-changement de comportement. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette carte. Et donc, on les retrouve dans la fresque du facteur humain, mais c'est les émotions, les biais cognitifs, les habitudes, on va dire les croyances et les représentations. Et c'est vrai que c'est une grande variété de facteurs qui sont souvent inconscients. Et si les gens n'arrivent pas à changer, c'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce que il y a des facteurs inconscients qui agissent contre eux, et ça demande un peu de compréhension. Et des fois, une petite question du genre pourquoi aujourd'hui tu n'y arrives pas à changer de comportement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider, et bienvenue, plutôt que voilà, tu devrais aller plus vite, je comprends pas pourquoi tu le fais pas. Voilà. La deuxième, c'est moi j'ai appris à travailler en 5 étapes. Donc prendre le changement de comportement en 5 étapes, c'est déjà accepter l'idée que c'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Donc la première étape, c'est sortir du déni, donc c'est savoir. La deuxième étape, c'est trouver la motivation en soi. Donc est-ce que moi j'ai intérêt à changer, et qu'est-ce qui me motive à changer? Et ça, c'est quand même une étape qu'on oublie. La troisième, c'est établir sa propre stratégie de changement. Donc un individu, pour changer, a besoin de rencontrer des personnes qui ont déjà fait le cap, qui ont déjà passé le cap, qui ont réussi, de lire, de se renseigner et d'adapter eux-mêmes une stratégie qui correspond à leur profil, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on sait, qu'on veut, qu'on anticipe et qu'on prépare, et après, en fait, on passe à l'action. Et une fois qu'on est passé à l'action, qui est la 4e étape dans cette échelle de 5, de Prochaska et Di Clemente, c'est en fait en faire une habitude. Et des fois, effectivement, vaut mieux faire des petits pas qu'on arrive à répéter dans le temps pour que ça devienne une habitude, mais en tout cas, c'est important. Et enfin, il y a le facteur social qui est très important, surtout dans la dernière étape, c'est on a besoin d'être soutenu par nos pairs, parce que changer de comportement, c'est changer d'identité, c'est souvent changer de cercle d'amis aussi. Et donc, on a besoin de soutien social de nos amis, de notre famille et de nos proches ou de nos collègues, parce que c'est un moment où finalement on se retrouve un peu seul entre deux eaux. Un dernier point pour les gens qui sont sur le terrain, c'est que finalement, plus on parle de facteurs humains, plus en fait les gens qui sont impliqués sur le sujet deviennent, plus le sujet devient, électrique au niveau même de l'équipe. Donc, en fait, il faut avoir un combat éthique, mais il faut aussi avoir l'éthique du combat. Donc, si on fait du changement de comportement sa priorité individuelle et collective, il faut savoir soi-même aussi prendre le temps de demander à chacun tous les matins comment ça va, et prendre le temps de prendre soin des uns et des autres, parce que finalement, ce sujet-là,
augmente le niveau de conscience au niveau de l'équipe. Et si on ne laisse pas de zone d'accueil des émotions, des tensions, des jugements, ça devient vite explosif. Tu expliques bien ce qui entre en compte dans un changement de comportement au niveau individuel. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est au niveau d'un changement de comportement de plusieurs individus au niveau d'une société? Alors, à côté de la fresque du facteur humain, j'ai lancé la fresque des imaginaires. Et en fait, c'est ça qui, à mon avis, les imaginaires, les représentations, qui peut avoir un impact au niveau sociétal, c'est-à-dire comment finalement on rend l'écologie et les comportements non seulement responsables, mais désirables. Donc en fait, il y a un gros enjeu aujourd'hui de faire en sorte que l'écologie se traduise en mode de vie désirable. Et c'est ça qui, de mon point de vue, enclenchera la transition écologique à grande échelle. Donc jusqu'à présent, on était sur être écolo, c'est ne pas manger de viande, ne pas prendre l'avion, ne pas avoir d'enfants, ce qui est une hérésie, et autres comportements. Et en fait, donc on est dans du renoncement. Certaines personnes réagissent à l'injonction de responsabilité assez bien parce que c'est dans leur schéma. La grande majorité des gens aujourd'hui souhaitent profiter, vivre leur vie pleinement, voilà. Et il faut arriver à rendre l'écologie désirable. Donc, d'une part, il y a les entreprises qui doivent amener dans les supermarchés des produits qui sont des véritables alternatives. Donc, quand on a des baskets Veja par rapport à des baskets Nike, sincèrement, il y a très peu de différence, donc le changement de comportement est facile. Mais c'est plus largement rendre l'écologie désirable. Et donc, c'est déjà la présenter comme un mode de vie où il y a du plaisir. Par exemple, quand je fais la fresque Facteur Humain, on me dit, mais sur un sujet d'être vegan, on me dit, ah, mais mon Dieu, moi, le barbecue, c'est important pour moi. Mais quand, dans le groupe, décide que le barbecue, c'est un moment de plaisir, de convivialité, ils sont OK pour finalement remplacer la côte de porc par un légume, quoi. Donc déjà dire que l'écologie c'est pas que du renoncement, c'est pas que austère, c'est au contraire un plaisir et du plaisir, et c'est trouver du plaisir dans les choses essentielles qui ont de l'importance et dont on profite, c'est un changement énorme. Et on a encore beaucoup de choses à faire pour marketer et rendre désirable, par exemple, des alternatives à la viande. On dit qu'un steak végétal, c'est l'alternative à un steak. Non, il faut rendre le plat végétal désirable en tant que tel, sans référence à quelque chose d'autre, parce que c'est pas l'univers animal et l'univers végétal ne sont pas les mêmes. Et on ne sait pas aujourd'hui rendre l'univers végétal désirable à un consommateur lambda. Donc il y a encore énormément de travail à faire pour amener des alternatives et rendre ces alternatives désirables pour ce qu'elles sont, sans se présenter comme des substituts moins mauvais. Donc là-dessus, il y a tout un mouvement en ce moment qui est sur les imaginaires positifs. Et donc il faut arriver à mobiliser les écrivains, les réalisateurs de films, les musiciens, tous ceux qui sont créatifs en fait, sur comment on peut imaginer demain, voilà. Et moi, de mon côté, avec la phrase des imaginaires, je passe 3 heures à faire à la fin des collages pour permettre à chacun de se projeter dans le demain et se rendre compte que finalement, demain, parce qu'on sera plus en contact avec soi-même, parce qu'on aura plus d'échanges entre êtres humains, parce qu'on vivra en pleine conscience des écosystèmes, parce qu'on pourra agir sur notre territoire dans de nouvelles relations, eh bien, on sera plus heureux ensemble sur Terre. Pourquoi est-ce que les imaginaires jouent un rôle aussi important dans nos sociétés? Aujourd'hui, c'est ceux qui sont responsables qui jouent un rôle de conviction auprès des autres sur des arguments rationnels. En général, ce qui se passe dans la société, c'est qu'il y a des trendsetters qui s'emparent de comportements, de modes de vie désirables et d'autres personnes qui suivent le mouvement. Donc, si on arrive à rendre désirable l'écologie, on va avoir des trendsetters qui vont s'en emparer. Et c'est ce que j'ai constaté à Los Angeles. Là, j'étais il y a encore 2-3 jours. Dans un magasin comme Iran, ils arrivent... là, on est à Venice Beach. Et ils arrivent en 4x4 après avoir fait un petit jogging pour prendre un smoothie. Et
Et bon, ça sent l'argent et c'est un endroit de bien-être pour sa santé avec des produits bio, vitaminés, sains, etc. Mais ce que j'ai constaté, c'est que le mode de vie écologiste en France est trendy à Los Angeles. Et il est bien possible que ça enclenche les choses auprès de personnes qui trouvent que leur mode de vie est désirable. Donc ça, c'est les imaginaires qui jouent à plein. Et il faut arriver à trouver cet équilibre entre responsable et désirable et aussi avoir un mode de vie, on va dire, en cohérence. Parce que là, ce que j'ai constaté n'était pas toujours en cohérence. Dans la fresque des imaginaires, c'est ce qu'on travaille. On travaille la cohérence à travers le rapport à soi, aux autres et aux vivants. Et c'est un exercice qui permet à chacun de se dire, voilà, si je veux habiter sur Terre en 2030 puis en 2050, quand je me projette, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important en termes de relation avec les autres? Qu'est-ce qui est important en termes de relation à la nature? Et donc, il y a ce travail de mise en cohérence et on propose 4 imaginaires qui sont autant de relations différentes et autant de façons différentes aussi d'être écolo. Et après, on leur permet de travailler ça avec des collages images où ils se projettent et ils s'imaginent vivre en 2030 et en 2050. Et c'est sympa de voir ce qui émerge parce que dans le premier imaginaire, celui de l'anthropocentrisme, c'est un univers où en fait les gens expriment avoir besoin de manger, avoir un toit, avoir de la sécurité, mais ils ne savent pas aujourd'hui comment le faire autrement que en exploitant la nature ou en exploitant les autres êtres humains. Et ils se sentent coupables et un peu penauds et ça les empêche de se projeter. Dans le deuxième imaginaire, on est dans le biocentrisme, donc première ouverture sur le non-humain, et ils découvrent les autres êtres non-humains, les animaux, à un moment donné où certains d'entre eux sont en voie de disparition. Et donc là, ils se sentent tristes. Et donc on a 2 univers, quand même 2 imaginaires forts et qui sont très ancrés aujourd'hui dans nos représentations, qui sont dystopiques. On a détruit la nature, pourtant on a quand même besoin de manger, vivre, et des fois même la nature leur fait peur. C'est un monde sauvage, avec des sauvages, et la nature elle-même, finalement, où c'est précieux et c'est cassé, et où on n'a plus finalement notre place. Donc ça crée beaucoup d'éco-anxiété et c'est extrêmement anxiogène. Donc après, on propose 2 autres imaginaires qui permettent, eux, d'envisager sereinement l'avenir. Le premier, la sérénité vient du temps long et de la reconnexion à la nature, c'est prendre conscience qu'on vit sur une planète Terre qui est Gaïa, qui est vivante, que quoi qu'on ait fait, finalement, en tant qu'être humain, on appartient à la nature. Nous sommes, voilà, intrinsèquement, moi, en tant qu'être humain, je fais partie des êtres vivants de cette planète et on est connecté et on ne peut pas m'enlever le fait d'être un être vivant parmi d'autres. Et s'inscrit là-dedans le temps long, quoi qu'on fasse, la Terre survivra et on prend conscience des cycles, cycle du temps, cycle de la vie, cycle de l'azote, du CO2, et donc finalement cette belle machine qu'est la nature, et on peut s'en remettre en toute confiance. Et le dernier imaginaire qui est un univers de symbiose, on va dire, qui est donc l'univers de la régénération, où l'humain peut, en bonne intelligence avec les autres humains et les autres non-humains, améliorer les conditions de vie sur Terre, et on admet que l'être humain peut avoir une contribution positive en collaboration. Et ça nous sort vraiment de cette anxiété forte de l'anthropocentrisme où la meilleure façon d'être sur Terre, c'était de limiter son impact négatif et, si possible, de se faire le plus petit possible. Là, enfin, on dit que voilà, on peut amplifier les actions positives que les êtres humains peuvent faire en bonne intelligence avec le monde vivant. Ok, c'est très clair. Merci Jérémy d'avoir partagé tout ça avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce 2e épisode du podcast Clap. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à aller noter ce podcast et si le sujet vous intéresse, on vous invite à aller découvrir le reste du projet Carbone Odyssée sur nos différents réseaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Clap.